You're not angry with me, are you? No, I'm not angry. I don't think I'm anything really. I just feel tired. Forgive me Forgive you for what? for everything. For meeting you in the first place. For taking the piece of grit out of your eye. For loving you. For bringing you so much misery. I'll forgive you if you'll forgive me. Dans l'Angleterre de l'avant-Seconde Guerre mondiale, deux amants se disent adieu sur le quai d'une gare. C'est cet extrait sonore que vous venez d'entendre, un extrait qui réunit Celia Johnson et Trevor Howard autour de Brève rencontre, le film de David Lean dont nous allons vous parler aujourd'hui dans le podcast des réfractaires. Et de la brève rencontre des deux acteurs, de leurs personnages, vient une longue discussion qui unit deux de vos réfracteurs préférés, moi-même, Nicolas, et Charlotte qui est en ma compagnie aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Salut Nicolas, ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, écoute, je suis hyper contente qu'on parle de ce film dont on parle depuis longtemps entre nous, mais enfin on va développer un peu la réflexion, c'est très cool. Ouais, j'ai très hâte de faire ça avec toi. D'ailleurs, c'est un de tes films de cœur, c'est toi qui nous l'as recommandé, et je te remercie de cette recommandation parce que on est plusieurs dans l'équipe à avoir découvert le film grâce à toi, et ça a été un vrai coup de cœur collectif. Et bah j'espère que ça sera un coup de cœur pour les auditeurs aussi, alors s'il y en a qui l'ont pas encore vu. C'est d'ailleurs un film qu'on peut voir très facilement puisqu'il est tombé dans le domaine public. Il est disponible notamment sur YouTube, sur Film Archive. Si jamais vous avez un coup de cœur pour le film, évidemment, on vous invite à vous fournir la version physique et à soutenir les éditeurs qui font quand même un travail d'édition autour de ces films, désormais disponibles pour le plus grand nombre. Mais en tout cas, si vous voulez vous faire une brève idée de cette brève rencontre, vous pouvez vous jeter sur les versions qui sont disponibles sur Internet, c'est totalement légal. Et alors, cette brève rencontre, Charlotte, de quoi ça parle et en quelle année est sorti le film ? Alors le film date de 1945, c'est un film qui est sorti juste après la fin de la guerre, et ça parle d'une femme qui s'appelle Laura, qui est une femme dans la trentaine, qui est en couple marié avec 2 enfants, de la bourgeoisie moyenne de la banlieue d'une petite ville anglaise, et qui passe ses semaines à s'occuper de son foyer, et elle a une journée de libre, c'est le jeudi, où elle part en ville pour acheter des livres, faire quelques petites emplettes et aller au cinéma. Et cette vie très tranquille va être bouleversée par une rencontre sur un quai de gare avec un jeune médecin dont elle va tomber éperdument amoureuse sans le vouloir et qui va bouleverser tout son quotidien et sa vie bien rangée. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est ça, tu as totalement tissé les grandes lignes du film, c'est parfait. Tu fais ça beaucoup mieux que moi, je dois te le dire. Moi, je te propose un peu de mise en contexte autour du film et de te raconter un peu comment il s'est élaboré. Brève rencontre, c'est l'adaptation d'une pièce de Noel Coward qui s'appelle Still Life, qui était initialement jouée en Grande-Bretagne en 1936. Alors, lorsque le réalisateur David Lean s'attelle à l'adaptation cinématographique de la pièce, il fait le choix significatif, selon moi, de conserver le placement chronologique de l'intrigue dans les années 1930 comme une évocation du passé. Il le fait dans les années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il garde ce contexte des années 1930 pour son récit. Car à l'évidence, lorsque le tournage s'initie, on est en 1945 dans les toutes dernières heures de la Seconde Guerre mondiale, et en Angleterre, les nuits sont troublées par les sirènes alertant sur des potentiels bombardements émis sur le pays. C'est donc dans ces conditions toutes particulières que se conçoit le long métrage, et ainsi, dans son déroulé scénaristique pur, Brève rencontre ne peut pas faire mention explicite d'une guerre qui n'a pas encore débuté au moment où se joue son intrigue. Le long métrage possède dès lors une dimension nostalgique très forte pour le public, une sorte de résurgence d'un rêve lointain qui s'est évanoui, l'évocation d'une période passée propice à l'amour avant l'horreur à venir de la guerre. Alors pour David Lean, c'est presque un défi de concevoir ce film dans le contexte d'alerte permanente liée à la guerre. Par exemple, pour pouvoir tourner les très nombreuses scènes qui se déroulent dans une gare, le véritable nexus du film, les équipes s'éloignent drastiquement du sud-est anglais, autrement dit la zone la plus propice à être frappée par des bombardements ennemis. Ils vont investir une gare de campagne lointaine, ainsi les équipes de tournage pouvaient être prévenues suffisamment tôt en cas de menace et débrancher tous les éclairages comme il est de rigueur en cas d'attaque aérienne, et évidemment, bien sûr, tu le devines, se mettre à l'abri. On a donc un film qui se déroule avant la guerre, qui a été tourné pendant et qui sort après, autrement dit une œuvre qui est forcément unique. Et cette œuvre, à qui on la doit, Charlotte ?
Eh ben, tu as dit son nom, c'est un film de David Lean. David Lean, on connaît tous le nom de ce réalisateur qui est vraiment un grand réalisateur, mais je sais pas toi, mais j'ai eu du mal moi à trouver des ressources en fait sur lui. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui continue à être un peu méprisé en tout cas en France. Oui, il y a quelques biographes anglais qui se sont penchés sur sa vie, mais c'est très peu exporté en France. On n'a peut-être pas encore eu de grandes rétrospectives David Lean, notamment je pense en Blu-ray. Il n'y a pas d'éditeur qui s'est vraiment attelé à son œuvre en mettant le tampon David Lean sur ses éditions. Ouais, tout à fait. Et pourtant, il est cité par beaucoup de réalisateurs, entre autres Steven Spielberg, qui parle du film peut-être le plus connu de David Lean, Lawrence d'Arabie, comme un de ses films de chevet. Mais voilà, c'est un réalisateur qui est un réalisateur qu'on connaît pour les très gros films, enfin les films, quand je dis gros films, c'est les blockbusters en fait, entre guillemets, qu'il a fait. C'est un peu anachronique ce que je dis parce que c'est pas l'époque des blockbusters, mais c'est des films très monumentaux qu'il a réalisés. Et Brève rencontre, pas du tout. C'est le début de sa carrière et c'est pas du tout un blockbuster. Comme si vous l'avez pas vu, vous verrez qu'on en est loin. C'est très intimiste. Donc je vais vous parler un petit peu de sa vie. Il est né en 1908 à Londres d'une famille de la petite bourgeoisie ou bourgeoisie moyenne, on va dire, d'un père comptable. Et une petite particularité d'une famille de Quakers. Alors je connais très mal les Quakers, donc je vais rien dire dessus de particulier, mais je pense que c'est pas les plus punk de la bande en tout cas. Non. Et son père quitte sa mère à son adolescence, et cette séparation elle est d'autant plus douloureuse qu'ils sont Quakers justement. Et c'est par sa gouvernante ou sa nourrice, j'ai pas trop su différencier, qu'il fait connaissance avec le cinéma. Elle-même, elle était fan de cinéma et de Chaplin en particulier. Un peu plus tard, il a un oncle qui lui offre un appareil photo Brownie, ça s'appelle, qui était un appareil photo qu'on connaît, c'est ces espèces de cubes avec juste l'objectif qui sort, qui était fabriqué par Kodak. Lynn, qui n'était pas un bon élève à l'école, contrairement à son frère, se met à découvrir quelque chose dans lequel il est très bon, c'est la photographie. Et puis un documentaire de King Vidor lui fait prendre conscience de la mise en scène. Et d'ailleurs, de ce documentaire, il s'inspirera pour une des séquences du film du docteur Zhivago. Note de ses grandes fresques. Une autre de ses grandes fresques, effectivement. Quand il a 20 ans, il passe un an à l'office de comptable de son père, mais il en est extrêmement malheureux et il va voir son père pour lui dire qu'il veut faire du cinéma. Et son père accepte tout à fait cette envie et lui présente le comptable des studios Gaumont, les studios qui étaient à Londres. Et Lynn, à partir de là, va exercer tous les petits métiers qu'on peut trouver sur un plateau de tournage, même au costume. Et il finit dans la salle de montage et il devient très rapidement le monteur le plus connu d'Angleterre. Et en particulier, il travaille avec Michael Powell sur 49e parallèle, si je me trompe pas. Pendant un temps, il s'occupe de monter les nouvelles qui étaient à l'époque diffusées au cinéma et ça lui apprend à être très efficace et à prendre des décisions rapides et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans son cinéma, le montage efficace et l'art de la transition en particulier. Il va obtenir la réalisation d'un film qui s'appelle In Which We Serve, Ceux qui servent en mer, où il rencontre Noel Coward. Coward qui est un homme de théâtre et qui va l'aider à apprendre la direction de comédien. Par la suite, ils font 3 films ensemble, Heureux mortel, L'esprit s'amuse et enfin Brève rencontre. Et alors, il n'est pas crédité là-dessus, mais en fait, il est très attentif, David Lean, à l'écriture et il supervise systématiquement les scénarios qu'il reçoit ou qui sont en écriture pour lui. Après ce début avec Noel Coward, il s'éloigne de l'adaptation de pièces de théâtre pour s'atteler à d'autres adaptations des livres, des romans de Dickens très connus et il va réaliser Deux grandes espérances et Oliver Twist. Alors j'ai vu les deux, mais je reconnais que celui qui m'a le plus marqué c'était Deux grandes espérances. À partir de là, il va multiplier les décors et les personnages. Et puis il tourne avec des grands noms, Charles Laughton ou Katharine Hepburn. Je crois que tu as vu le même documentaire que moi et Oliver Twist avait créé un peu la polémique à l'époque. Parce que un de ces personnages pouvait ressembler à la caricature du juif. Du juif, oui c'est vrai.
Ouais, tout à fait. On a un peu dit que David Lean était antisémite à cause de ce personnage-là, et c'est quelque chose qu'il a vécu comme une vraie blessure. Lui, il avait pas du tout conscience de ça. Et il Ouais. semble vraiment repentant, pénitent. Il n'avait vraiment pas cette idée en tête lorsqu'il a fait ce personnage de c'est l'homme adulte qui s'occupe des orphelins dans Mm, Oliver mm. Twist, en fait. Je pense en plus que cette accusation d'antisémitisme, elle vient du roman lui-même en fait. C'est ce qu'il avait l'air de dire aussi, oui. Oui, d'ailleurs, puisque tu parles du documentaire, on va sourcer. C'est David Lean Life in Picture qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller le voir et c'est très bien. Ouais, et c'est dans les bonus de l'édition Criterion du film. Ouais, et il y a une grosse partie qui est sur son dernier film, mais entre ces parties-là, vous avez quelque chose de très complet sur la vie de David Lean. Alors en 1957, il adapte un roman très célèbre de Pierre Boulle qui s'appelle Le pont de la rivière Kwai et c'est son premier grand film à succès, c'est sa première grande production aux proportions hollywoodiennes. C'est une des caractéristiques des films de sa deuxième partie de carrière, c'est l'introduction de décors monumentaux. Par la suite, c'est le monumental Laurence d'Arabie et le Docteur Zhivago qui sont des chefs-d'œuvre incontournables si vous les avez pas vus. Je sais pas par quoi t'as commencé toi dans les films de David Lean. Moi c'était Docteur Zhivago, je crois. Le pont de la rivière Kwai pour moi est très rapidement derrière Laurence d'Arabie. D'accord. Et tu vois, moi je pense que j'ai vu Docteur Zhivago et longtemps après Laurence d'Arabie et Le Pont de la Rivière, quoi, tu vois. C'est vraiment des films, je trouve, qu'on peut rattacher à leurs acteurs. C'est impossible de pas penser à Peter O'Toole quand on pense à Laurence d'Arabie. Oui. C'est impossible de pas penser à Omar Sharif quand on pense au Dr Zhivago. Et c'est peut-être aussi pour ça que David Lean est plus dans l'ombre de ces films-là, parce que les acteurs prennent la lumière, vraiment. Oui, oui, puis il est super, il choisit très bien ses comédiens et il les dirige très bien et il leur donne, c'est des rôles c'est les rôles d'une vie en fait, hein, parce qu'effectivement ils sont très très indissociables de ces rôles-là, quoi. Oui. Donc voilà, donc ça ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Vous avez 3 films là qui se suivent, qui sont vraiment des films monstrueux dans tous les sens du terme. Et nous, on va parler d'un film qui est très intimiste, mais en fait, il a jamais perdu cette attention aux émotions des personnages. Même dans les films les plus spectaculaires, il a le désir de dresser des portraits psychologiques. C'est souvent des personnages en proie à des situations ou à des émotions extrêmes. Et parfois, ces personnages trouvent un moyen de les exprimer, et parfois, ils doivent obéir aux entraves de la société. Donc, vous avez Laurence d'Arabie contre Brève rencontre, quoi, en gros. Et en tout cas, il se départ jamais du romantisme qui le caractérise depuis le début. C'est vraiment des grands films romantiques dans le sens littéraire du texte, quoi. La fin de sa carrière est un peu plus tristoun. La fille de Ryan en 1970, c'est pas très bien reçu et ça l'empêche de réaliser pendant 14 ans. Et c'est finalement il fait quand même il a quand même une dernière note positive parce que La Route des Indes qui sort en 84, c'est un succès. Mais en 91, il meurt à 83 ans alors qu'il préparait un autre film. Et donc, comme j'introduisais là-dessus, c'est intéressant parce qu'il est très estimé de cinéastes qui ambitionnent de faire des films à grand spectacle, mais la critique intellectuelle le reconnaît pas du tout comme un grand réalisateur. Alors peut-être que ça change aujourd'hui, mais je vous ai dit, j'ai pas trouvé de source dingo quoi sur son œuvre et sur sa carrière, quoi. Participons à l'effort pour la reconnaissance de David Lean avec notre podcast. Et juste dans ce documentaire, ça commence par une phrase. Enfin, c'est lui qui dit que le cinéma lui a permis de rencontrer des personnages et des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés dans sa petite vie ennuyeuse de banlieusard. Et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est ce qu'il raconte dans Brief Encounter, cette vie ennuyeuse de banlieusard à la rencontre de personnages extraordinaires. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est l'inattendu dans un quotidien qu'on pense bien réglé et qui vient sublimer ce quotidien, même si ça va confiner à l'épreuve. Je te propose quant à moi de parler un petit peu de comment a été reçu le film au moment de sa sortie. Il faut savoir par exemple que Brève rencontre était l'un des premiers films au Festival de Cannes, puisqu'il a fait la première édition du Festival de Cannes et qu'il a remporté l'ancêtre de la Palme d'Or. Ça s'appelait pas encore la Palme d'Or. Alors
On dit qu'il l'a remporté. Il faut savoir qu'il y a 10 films qui ont remporté ce prix cette Oui, année-là. voilà. On remet en perspective. Voilà. Donc bon, il est quand même remarqué, mais au milieu de pléthore de films de cette sélection. On peut aussi parler, lorsqu'on parle de Brève rencontre, de la nomination de Celia Johnson aux Oscars. C'est bientôt les Oscars, l'occasion de le rappeler. Donc, son rôle a été très remarqué, et c'est vrai qu'elle est éblouissante dans ce rôle de femme trentenaire désemparée qui perd ses repères. Elle est vraiment incroyable, quoi. Elle a vraiment la tête de Madame Tout-le-Monde et elle déploie une capacité à exprimer des émotions hyper subtiles. C'est très beau. C'est très beau ce qu'elle fait. C'est d'ailleurs une fidèle du début de carrière de David Lean. Ils vont faire plusieurs films ensemble. On parlait de réhabilitation de l'œuvre de David Lean. En 1999, la BFI, donc la British Film Institute, classe le film Brève rencontre en 2e position des meilleurs films britanniques de tous les temps. C'est vraiment un film en Grande-Bretagne qui a une aura toute particulière. C'est l'exemple type du film romantique pour les Britanniques. Oui, et puis je pense on va en parler un peu, mais c'est vraiment un film sur c'est quoi être anglais en fait en 1945, quoi, en gros. Oui, c'est quoi être anglais, c'est quoi être une femme anglaise, effectivement on en reparlera, tu as tout à fait raison. Je voulais noter aussi qu'il y a eu, alors je les ai pas vus, peut-être que toi tu les as vus, mais il y a eu 2 remakes, le premier en 1974 avec quand même Sophia Loren et Richard Burton, un film de Alan Bridges qui s'appelle Brève rencontre. On a aussi eu en 1984 Falling in Love de Ulu Grosbach, avec, j'adore ce nom, avec Robert De Niro et Meryl Streep, donc encore un grand duo d'acteurs pour succéder à Celia Johnson et Trevor Howard. Et puis, plus lointainement, j'ai appris ça dans l'édition Criterion du film, le film de Billy Wilder, La Garçonnière, d'après plusieurs biographes de Billy Wilder, serait en partie inspiré par la scène de l'appartement lorsque les amants sont découverts dans Brève rencontre. Donc c'est vraiment un film qui a une lignée derrière lui d'œuvres qui lui ont succédé. Et d'ailleurs, on va en parler, mais c'est un thème, le thème de l'amour impossible, mais là particulièrement, l'amour adultère, on va dire, qui a repris beaucoup, et on va reparler des références au film plus tard, quoi, ou des inspirations en tout cas. Effectivement, et on va voir que c'est un film qui joue sur la non-concrétisation de l'amour, et c'est quelque chose qui engendrera une série d'autres longs métrages. Moi j'ai un exemple en tête, on va y venir tout doucement, mais avant ça... On ne dit rien. Je ne dis rien. Avant ça, je te propose de réfléchir à quel genre de film est Brève rencontre. Eh bien, c'est une bonne question, parce que moi je le classerais dans le mélo. Parce qu'il y a tous les codes du mélo, mais c'est pas si simple que ça en fait. Effectivement, le mélo, je trouve ça difficile de le classer complètement dedans, tellement la non-concrétisation du désir est au centre de l'histoire. En fait, c'est très difficile de caractériser Brève rencontre en une seule expression, c'est même impossible de répondre à cette question, tant le film ne fait jamais tout à fait écho au code d'un style prédéfini. Le mélo, pas tout à fait, comme on l'a dit. On parlait plutôt d'une peinture sociale des classes favorisées anglaises, mais pas franchement non plus, parce qu'on peut considérer en filigrane de l'intrigue principale une intrigue secondaire qui unit la tenancière d'un modeste bar de la gare au centre du film à un contrôleur de cette même gare, et c'est une sous-intrigue que David Lean considérait comme essentielle au plus haut point à son œuvre, comme un pendant indispensable au parcours de Laura et Alec, les 2 héros du film. Bref rencontre, est-ce que c'est alors un conte moral ? Peut-être pas franchement non plus, parce que la tentation de l'adultère est omniprésente, voire, je reviendrai là-dessus, quelque chose que la réalisation de David Lean inscrit dans le cours naturel des choses. Même stylistiquement, je m'interroge. On serait fortement tenté de dire que Brève rencontre, c'est les prémices du néo-réalisme qui va souffler par la suite sur l'Europe à cette époque, et pourtant, de manière impromptue, il y a des plans qui s'invitent parfois, qui sont proches de l'expressionnisme allemand. Je pense notamment au plan final dans l'avant-dernière scène, où Laura est face à un train qu'on ne voit pas, et où la lumière défile sur son visage. Là, on est vraiment dans de l'expressionnisme pur, je trouve.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, alors on va parler un peu de la mise en scène de Lynn, mais il y a peu de trucs de mise en scène dans le film très visibles. Ça en est un par exemple. Et il revient d'ailleurs à plusieurs reprises parce qu'il y a le feu aussi sur son visage quand elle commence à évoquer des souvenirs Oui. qui vacillent. Mais il y a très peu de trucs de mise en scène, quoi. Oui, et ils sont peu nombreux et du coup ils sont encore plus marquants, j'ai l'impression. Mm, mm. Oui, tout à fait. Alors d'une manière plus pragmatique, pour continuer de définir ce qu'est Brève Rencontre, je te propose de te référer aux mots de David Lean lui-même, comme ils sont rapportés par son biographe Kevin Brownlow. Le cinéaste disait que Brève Rencontre était, je cite, la chose la plus risquée que j'ai jamais faite. Il n'y a pas de grande star, l'histoire d'amour principale n'a pas un dénouement heureux, le décor n'est pas glamour et les 3 acteurs principaux approchent de la quarantaine. Il y a quelques années, ça aurait été une recette pour un désastre au box-office. Fin de citation. Oui, tout à fait. Et son producteur, il le dit aussi que aujourd'hui, il pense qu'ils auraient jamais pu réaliser un film comme ça parce que personne n'était connu dans le casting et que c'était pas, ils sont pas glamour en fait. C'est pas du tout c'est pas je sais pas à cette époque-là, c'est pas des Rita Hayworth ou c'est le genre ou Richard Burton, c'était un peu plus tard, mais voilà, c'est ce genre d'acteurs qui sont beaucoup plus bankable, on va dire. Hmm. Et au contraire, ils ont des physiques hyper simples en fait. Ils ont rien de très hollywoodien, quoi. Donc c'était un gageur en fait de faire ce film. C'est des messieurs tout le monde en fait, et c'est ça qui fait la saveur du récit. Oui. D'autant plus que le thème est quand même, on va y venir, mais que le thème n'est pas du tout traité de manière conventionnelle, on va dire. En tout cas, pour ma part, je dirais que Brève Rencontre, c'est avant tout un portrait de femme, raconté par une femme à la voix off omniprésente. Mais c'est quoi être une femme anglaise à l'époque de la sortie du film et surtout à l'époque où se déroule son intrigue, les années 30? Ce que je vais dire maintenant, c'est jamais explicite dans le film, mais je pense que ce sont des faits évidents pour le public de l'époque et des éléments de contexte qui sont essentiels à une parfaite compréhension du film. On peut le savourer sans, mais ça fait quand même un ajout sympathique, je pense. Je pense notamment qu'il faut garder en tête que les femmes de la génération de Laura, l'héroïne du film, sont des pionnières de l'émancipation féminine. Elles sont notamment les premières héritières des suffragettes, ces militantes qui se sont battues pour le droit de vote des femmes et qui ont obtenu une première loi en 1918, qui offrait aux citoyennes britanniques un droit de vote limité, puis une seconde loi beaucoup plus importante en 1928 qui leur permet de faire valoir leur voix dans les mêmes conditions que celles des hommes au même âge. L'intrigue du film se joue seulement 8 ans plus tard et Laura, trentenaire à la fin des années 30, fait partie de cette première génération de femmes anglaises à avoir une voix politique. Elle a un pouvoir de décision nouveau dans la société de l'époque et dans le film, elle réclame implicitement un droit à la décision sur sa vie affective. Laura fait partie de ces premières figures féminines indépendantes britanniques. On peut aussi noter que dans l'esprit du spectateur de 1945, date de sortie du film, l'image de la femme a aussi largement été redessinée par la guerre, et Laura vit encore dans un temps de l'insouciance révolue pour le public, bien qu'elle montre les premiers signes d'une abnégation qui caractérisera la représentation des femmes britanniques dans les années 1940. Alors Brève Rencontre, c'est quoi au final? De quoi il se rapproche? J'ai cherché quel film pouvait s'apparenter à l'œuvre de David Lean, et un long métrage m'est venu en tête. Tu vas peut-être l'attendre et pousser un soupir lorsque tu vas m'entendre le mentionner, mais je vais parler de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Alors bien sûr, les fidèles du site, ils poussent le même soupir que toi, ils se disent que Nico, il nous les brise à nouveau avec son cinéaste fétiche, mais je précise à toute fin nécessaire que c'est une comparaison que j'ai vue souvent faite par des nombreux critiques, analystes et simples spectateurs, ça n'est pas que moi les gars. Les deux films partagent 2 caractéristiques principales qu'on vient de détailler. Ils traitent d'un amour sincère mais qui ne se concrétise jamais, et ils sont un regard sur un passé pas si lointain mais désormais totalement révolu. J'en dis que t'as totalement raison et je ne pousse pas de ce soupir exaspéré parce que c'est la référence est évidente. Je sais pas, j'ai pas cherché si Wong Kar-wai avait parlé du film, mais en tout cas, il y a, je dirais même que Brève Rencontre, c'est même plus va même plus loin que In the Mood for Love parce que dans In the Mood for Love, il y a pas de, ils s'embrassent pas du tout. Il n'y a pas de contact physique charnel, on va dire. Mais en tout cas, il y a des scènes quasiment identiques. On a des scènes de restaurant, mais on a aussi, par exemple, la scène qui est le pic de tension où les deux amants doivent se retrouver dans un appartement. Et on a une scène où les deux femmes montent les escaliers.
qui sont pas identiques, mais qui sont clairement, enfin, dans In the Mood for Love, c'est clairement un rappel de Brève rencontre. Moi, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut savoir aussi que dans la fondation de la cinéphilie de Wong Kar-wai, dans les fondements, les bases, il y a les séances de cinéma qu'il vivait avec sa mère lorsqu'il était enfant. Et c'est une époque où les films occidentaux sortaient dans les salles de cinéma chinois. Donc c'est pas si déconnant d'imaginer que Wong Kar-wai a pu voir Brève rencontre et a pu l'ingérer, même si j'ai pas de preuves concrètes. Alors, moi, j'utiliserais une autre preuve, c'est un autre film de Wong Kar-wai. Est-ce que tu as vu The Grand Master ? Bien sûr. Il y a une scène de gare qui est assez centrale dans le récit et Ah qui oui. m'a vraiment, vraiment beaucoup fait penser à la fin du film, en fait. Je pense, moi, que c'est une référence inconsciente, hein. Peut-être que je délire complet, mais pour moi, il y a la façon dont c'est filmé. J'ai revu la scène là pour comparer. On n'a pas du tout ce même cadrage étrange parce que le cadrage de Wong Kar-wai est extrêmement symétrique, on va dire. La façon dont le train est traité, la mise en danger que représente le train, etc. Pour moi, il y a une référence, quoi. Et puis, sinon, c'est un film qui a, je pense, inspiré, alors peut-être pas directement, mais en tout cas la thématique des films comme Sur la route de Madison. Et j'ai un petit délire, moi, sur Eyes Wide Shut, parce que c'est une histoire Alors, de explique-nous. désir, parce que c'est une histoire de désir exprimé par un des deux personnages du couple et qui bouleverse le couple, justement. Et il y a ces déambulations dans la rue, alors en couple dans Une brève rencontre et seul dans Eyes Wide Shut, mais je me dis qu'a priori, Eyes Wide Shut, c'est un brève rencontre avec des partous, quoi, voilà. Sur Vitamine D. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est un brève rencontre sans rencontre, peut-être. Oui, voilà, peut-être ça. En tout cas, avec tes exemples pertinents, on voit que Brève rencontre, c'est un film qui a posé des règles cinématographiques, des axes de réflexion autour desquels d'autres cinéastes ont pu, consciemment ou non, évoluer. Alors passons à l'analyse du film, on va plonger dedans désormais, on va notamment parler de ce point de vue féminin dont on vous parlait plus tôt et de la conscience de Laura, le flux de sa conscience, comme tu l'as écrit sur notre conducteur Charlotte. Tout à fait, tout à fait. Alors je vais me lancer en premier et comme je l'évoquais plus tôt, Brève rencontre, c'est une plongée introspective dans l'intimité, parfois pleine de contradictions, mais presque toujours compréhensible, d'un personnage principal à la voix off omniprésente, Laura. C'est ça la structure du récit. À titre personnel, je trouve particulièrement astucieux tous les artifices de mise en scène, subtils comme on l'a dit, qui sont déployés par David Lean au début du film pour nous faire plonger entièrement dans ces errements intimes de son héroïne et susciter chez le public une adhésion inconsciente particulièrement rapide, ce qui n'est pas forcément gagné quand on parle d'une ménagère anglaise des années 30. Durant les premières minutes de Brève rencontre, tout n'est que cacophonie. Les trains font entendre leur bruit métallique distordu dans la gare, le brouhaha des voyageurs se fait agressif aux oreilles du spectateur, et les caquettements d'une mégère qui interpelle Laura agacent davantage qu'ils ne captivent. J'ai parfois eu le sentiment analogue à celui éprouvé lorsque l'on entend un orchestre symphonique s'accorder au début d'un concert. Ce chaos sonore, c'est comme un préambule utile à David Lean pour créer un contraste auditif marqué avec les premières réflexions intimes de Laura perçues par le spectateur. Le monde extérieur, c'est le royaume de la disharmonie, la voix intérieure, c'est celui du calme. La voix off de Celia Johnson est d'ailleurs rapidement accompagnée de la première occurrence d'une musique extra-diégétique. Dans Brève rencontre, la note d'intention est peut-être sonore avant d'être visuelle. Le public est ainsi immédiatement acquis à la cause de Laura. Le spectateur est lui aussi tiraillé entre deux sensations pendant la majeure partie du film. D'un côté, le public perçoit le chaos d'une société bouillonnante mais futile, et d'un autre côté, il caresse la bulle intime de deux amants, animés d'une passion qui risque de les mener à leur perte. Cette dichotomie est omniprésente durant tout le long métrage à mon sens. Lorsque la lumière se tamise à l'écran pour que l'héroïne du film soit complètement isolée visuellement dans son environnement, de façon presque onirique, le public a déjà pris fait et cause pour l'amante tragique qui se confesse et il l'accompagne entièrement dans cette plongée vers les ténèbres en parfaite adhésion. La façon dont il la filme, ce qui fait qu'on adhère à elle, c'est qu'il la filme de très près en fait quand elle pense en fait. Maintenant, je sais pas si le public est tout de suite acquis à la cause. Je pense que le public, c'est ça qui
qui est subtil dans le film, c'est que le public, je pense qu'il est partagé. Il faut penser au public des années 40. Hein. Il est partagé pendant tout le film jusqu'à la toute fin où on comprend. Et on va reparler, mais la mise en scène est cyclique en fait dans le film, et on comprend la toute fin du film qu'on voit dès le début, après avoir eu l'heure et demie qui est passée. Mais je sais pas si le public de l'époque était tout de suite en adhésion avec ses sentiments. Mais en tout cas, la façon dont c'est filmé, c'est fait pour te faire adhérer. Toi, t'as été tout de suite accroché à elle, ou tu t'es dit, ok, c'est bon, on lui pardonne tout? Je sais pas si je me suis dit tout de suite, je lui pardonne tout. Je pense que je garde ma position que Cédric critique souvent de juge moral des personnages. Mais en tout cas, j'étais de son côté. J'étais prêt à comprendre ses erreurs et à les percevoir et à les voir autrement que d'un point de vue complètement extérieur. J'étais un peu plus à ses côtés que observateur d'elle. Mais c'est normal parce que en fait, la façon dont elle est filmée, quand elle commence à penser, à se remémorer ses jours passés avec Alec, elle est mise en spectatrice comme nous, c'est-à-dire qu'elle est mise en amorce du cadre, donc comme nous on est dans la salle de cinéma, et elle regarde en fait ce qu'elle est en train de penser, et nous on est en fait on est mis à sa place, donc c'est tout à fait normal que tu aies eu cette sensation-là. Et puis, pour reprendre mon analogie avec un orchestre symphonique, elle a un peu la position de chef d'orchestre dans le sens où c'est elle, avec ses mots, qui rythme le récit et qui le fait avancer. Elle a une position active dans la remémoration des souvenirs, en fait. En fait, la musique, tu nous as dit qu'elle était extradiégétique, mais en fait, je pense qu'il faut considérer dès le début qu'elle est intradiégétique parce qu'on découvre dans une scène un peu plus tard que c'est elle qui met la musique qu'on entend. Le Rachmaninoff. Ouais, et effectivement, en plus, c'est un morceau qui est très célèbre et qui est un des grands morceaux de musique romantique du XXe siècle, qui est le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, et qui d'ailleurs a servi dans d'autres films en particulier. Il y en a un que je vous conseille de voir, qui s'appelle Je vous ai toujours aimé, et qui est un film de Frank Borzégui, et qui est un grand mélo, dans lequel le concerto apparaît 2 fois, dont une fois en intégralité. Il faut voir la musique comme pas comme une illustration de l'histoire, mais comme une illustration de ce qu'elle ressent intérieurement, de ses mouvements intérieurs en fait. Eh bien, justement, tu parles de mouvement, et moi j'avais envie de m'arrêter sur les mouvements naturels que fait naître David Lean vers l'amour romantique. Il y a des choix logiques de mise en scène qui sont pas forcément perceptibles à la première vision du film, mais qui, une fois inconsciemment assimilés par le public, offrent toute sa cohérence primaire à brève rencontre. Le cinéaste initie un double élan vers la romance. D'une part, issu de ce que le spectateur attend de ce genre de film qu'il a déjà vu 1000 fois, même s'il s'en démarque par la suite, et d'autre part, distillé par des petites touches subtiles de réalisation. Pour illustrer cette idée, on peut évoquer les instants qui mènent au premier repas que vont partager Laura et son amant Alec. Ici, David Lean va s'appuyer sur les quelques instants précédant cette rencontre pour offrir une succession d'évocations des 5 sens, qui culminera par la réunion des deux amoureux. Alors je vous donne l'exemple. Dans les errances que relate Laura, toujours de sa voix en off, elle fait mention explicite et parfois impromptue de l'odeur d'une pharmacie qu'elle respire, d'un orgue de barbarie qu'elle entend, d'un film qu'elle voit, du repas qu'elle s'apprête à goûter, avant qu'enfin, à l'écran, ne soit évoqué le 5e sens lorsque Laura et Alex se touchent la main. On assiste à une des suites méthodiques et logiques du long métrage vers le contact physique, un chemin extatique vers la réunion des deux protagonistes. Ouais, c'est juste, c'était très juste, et je l'avais pas vu comme ça, tu vois, quand j'ai vu cette réflexion que tu as faite sur l'éveil des sens, c'est tout à fait juste. C'est une belle analyse, et il y a toute cette évolution effectivement vers le physique, quoi. Alors que elle est, en fait, elle ne peut rester que dans le fantasme, mais ça on reviendra dessus, mais elle désire, en fait, les deux personnages désirent passer au physique, en fait, mais ils pourront rester que dans le fantasme jusqu'au bout, quoi. On est en train de spoiler à mort, mais bon, tant pis. Oui, de toute façon, les auditeurs savent que dans notre podcast, on analyse, donc on spoil pas mal. Je pense aussi que, tu vois, c'est dans ce sens que je parlais d'adhésion plus tôt, ce sont ces mouvements cinématographiques que fait naître David Lean
qui m'emporte moi sans que je m'en rende compte en fait à la première vision du film. D'ailleurs, David Lean disait que pour parfaitement comprendre Brève rencontre, il faut le voir au moins 3 fois. Oui, c'est vrai que, en fait, comme il a une mise en scène qui est très discrète, on se rend compte peut-être, oui, effectivement, au fur et à mesure des visions de tout ce qui est mis en place pour nous emmener dans l'histoire. Entre autres, je me suis rendu compte, moi, seulement très récemment, que le film est très mobile, en fait. La caméra est très mobile, par exemple. Il y a beaucoup de travelling qui suivent Laura. Et dans l'image, il y a toujours quelque chose qui bouge. En tout cas, dans le début du film, ça s'apaise un peu par la suite. Mais il y a toujours cette espèce d'élan dans le film physique, quoi. Oui, et je pense que c'est quelque chose qui fait fonctionner le récit. On disait ça pouvait être un récit un peu plan-plan, et en fait cette notion de mouvement perpétuel que tu me fais remarquer à l'instant, je te remercie, me fait dire que c'est ce qui contribue à créer un vrai rythme dans le film et à emporter le spectateur encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et pour le faire, il le fait pas seulement par la... Parce que c'est un film, on l'a pas dit, mais c'est un film qui contient une voix off assez présente. Mais c'est pas par la voix off, en fait, que ça nous emporte le plus. C'est vraiment par cette mise en scène du mouvement perpétuel, quoi. On est emporté dans le tourbillon des sentiments avec Laura. Alors justement, cette voix off, je te propose d'en parler quelques secondes parce que cet ordre usuel des choses, il s'oppose quand même à la nature première de ce qu'est le récit, de ce qu'est Brève rencontre, qui prend l'allure d'une lettre de confession, donc avec cette voix en off, qui n'aurait jamais été envoyée et qui fait état d'une culpabilité reconnue par l'épouse se pensant en faute. Dans les monologues introspectifs de Laura qui accompagnent tout le récit, la repentance est omniprésente. Son champ lexical est presque toujours marqué par l'auto-accusation et le déshonneur qu'elle fait peser sur ses propres épaules, voire qu'elle pense infliger aux membres de sa famille, essentiellement son mari Fred, sans qu'il ne le sache. David Lean accentue son rôle de pénitente en montrant régulièrement Laura sous la ligne de regard de ses partenaires masculins et même une fois à genoux, chétive devant Alec. Quant à Fred, Brève rencontre introduit même ce mari bafoué, là on revient à la manière dont David Lean a d'introduire chacun de ces éléments de son récit, il introduit Fred dans le long métrage en le désincarnant. Fred ce n'est d'abord qu'une simple évocation textuelle aux airs d'autorité suprême, patriarcale même, puis il devient une simple voix sans corps, presque divine qui surgit de nulle part, d'une pièce qu'on ne voit pas, avant qu'enfin le comédien Cyril Raymond ne lui prête ses traits, représentant enfin visuellement le personnage qui n'était jusqu'alors qu'un concept sans corps. Alors, c'est marrant parce que t'as dit le mot patriarcat, le mot. Et effectivement, il a des relents patriarcaux, comme quand il lui dit dépêche-toi de finir de te faire belle, j'ai envie de manger, quoi, j'ai faim. Mais ça arrive au milieu du film, et en fait c'est un personnage qui est plutôt très coulant, très plutôt attentif à elle, et qui est assez protecteur, et qui la laisse en fait très libre. Il y a une de ces phrases qui revient au moins 3 fois dans le film, c'est have it your way, fais comme tu veux, en fait, se choisis, quoi. Il est pas, ça a l'air de pas être un personnage jaloux. Il est pas en train de surveiller tout ce qu'elle fait et tout. Et tu parles de la disposition des personnages, et elle à genoux devant les hommes 2 fois. Et en fait, c'est quand même, je trouve moi qu'elle est plus filmée en dessous de la ligne quand elle est avec Alec que quand elle est avec son mari. C'est-à-dire que quand elle est avec son mari, c'est lui qui vient au moins 2 fois se mettre à genoux à côté d'elle. Et il y a la scène de confession de leur amour entre Alec et Laura, elle est à genoux effectivement devant lui. Et ce qui est rigolo, c'est que juste avant, ils ont vu un film dont on a vu nous que la bande-annonce, qui s'appelle Flames of Passion, et où on voit un personnage masculin et un personnage féminin en ombre chinoise qui vont s'embrasser, et le personnage masculin a la tête penchée sur la femme qui a le cou étiré vers le haut parce que son visage est en train de regarder l'homme qui est bien au-dessus d'elle, comme dans la grande scène du baiser entre Scarlett et Rhett dans Autant en emporte le vent. Et en fait, elle se retrouve exactement dans cette position-là.
Et comme c'est un personnage qui ne cesse de fantasmer à une vie extrêmement romantique, romanesque, de vivre une passion effrénée, elle se retrouve en fait dans cette situation-là, mais qui est une situation en fait insupportable pour la petite bourgeoise moralisatrice dans qu'elle a toujours été et dans lequel elle a été élevée, quoi. Mais pas avec son mari. Enfin, moins avec son mari en tout cas. C'est vrai qu'avec Alec, elle succombe en quelque sorte à son amour, alors que c'est un amour qui est défini plus par l'entraide, j'ai envie de dire, avec Fred. En fait, ce qui passe pour du désintérêt de la part de Fred au début du film évolue à mesure que l'intrigue se déroule devant nos yeux, pour culminer à la fin, en fait, par une espèce de prise de conscience du spectateur que Fred n'est pas désintéressé par son épouse, mais il lui laisse une liberté qui n'est pas forcément acquise à toutes les femmes à l'époque, évidemment. Oui, et puis, alors, il la laisse libre, ce qui est quand même, effectivement, vu l'époque du film, n'est pas évident. Et d'ailleurs, ça se manifeste, cette liberté, par la cigarette. Elle fume. Et elle le dit d'ailleurs à un moment donné dans son dialogue intérieur que elle fume dans la rue et que son mari n'aime pas ça. Il trouve que c'est vulgaire de fumer dans la rue. Puis il faut quand même le dire, il est un peu chiant en fait, son mari Fred. Fredo, bah oui. Il est pas marrant quoi par rapport au personnage de Dalek qui est un médecin d'ailleurs on voit quand elle tombe amoureuse de lui. C'est quand il parle de son travail et du fait qu'il est spécialiste des maladies respiratoires de mineurs. Et il est tellement passionné dans ce qu'il raconte que on voit dans son regard le jeu de Celia Johnson est fou quoi. Mais on voit que tout à coup elle est tombée sous le charme. Le docteur, c'est la figure romantique par excellence. En plus, oui, tout à fait. Et puis il est très exotique. Il a la possibilité de partir loin. Il lui propose une liberté. Elle est un personnage. C'est vraiment un personnage de la filmo de David Lean dans le sens où c'est un personnage. Alors je mets Laurence d'Arabie à part parce que Laurence d'Arabie c'est vraiment le personnage des excès quoi. Mais en fait c'est un personnage qui est plutôt discret et qui obéit à des conventions, mais qui intérieurement est en proie à des bouleversements qui la tiraillent en fait, qui la rendent malheureuse en réalité. Ça m'a fait penser un peu à ce qu'il fait après dans Dr Zhivago, c'est-à-dire que des personnages qui obéissent aux conventions, là pour le coup, s'autorisent à vivre leur amour extra-conjugal, alors que elle garde cette morale quoi, ce placement moral on va dire. Ouais, tu as tout à fait raison, et moi je le rapprocherais d'un autre film, c'est La fille de Ryan, parce que j'entendais David Lean évoquer La fille de Ryan et dire qu'au centre de la réflexion du film, il y avait l'opposition entre ce qui est un mariage d'amour et un mariage arrangé, dans le sens, c'est mots, hein, c'est pas forcément ce que moi je pense, mais un mariage d'amour, on a des espoirs qui ne se concrétiseront peut-être jamais, tandis qu'un mariage arrangé, on n'attend rien. Et donc forcément, ce qu'on y trouve, c'est du bonus. Finalement, cette réflexion, qui peut être un peu datée aujourd'hui, hein, j'en conviens, mais en tout cas, cette réflexion, on la retrouve un peu dans Brève rencontre, dans le sens où il y a cette opposition entre l'amour flamboyant, l'amour de passion, et l'amour de raison. Oui, complètement. Et puis, il faut remettre le film dans son contexte, c'est-à-dire on sort de la guerre, et il y a une expression qui est consacrée en anglais qui est decent people, donc des gens décents entre guillemets, des gens honorables. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un peu cette idée que il est important d'avoir une morale entre guillemets parce que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir ensemble en société. On sort de la guerre et l'Angleterre a résisté en payant très très cher sa résistance à l'Allemagne. Il y a une espèce de pensée que s'ils ont réussi à résister, c'est parce qu'ils ont été des gens honorables en fait. Et je pense qu'il y a un peu de ça derrière dans le film de Lean. C'est très juste, et je pense que dès lors, on peut dire que Brève rencontre, c'est un duel constant entre l'impulsion amoureuse nouvelle de Laura, qu'on a décrit, qui la conduit vers Alec, en opposition à la conscience presque perpétuelle de ce qui est assimilé par l'héroïne à une trahison envers son époux Fred. Là, on va revenir à la mise en scène de David Lean, qui impose à son personnage principal une prise de conscience qui, si elle n'est pas absolument immédiate, cette prise de conscience qu'elle doit être une decent people, comme tu disais, elle semble toutefois inévitable.
La récurrence du surface réfléchissante illustre cette idée selon moi. D'abord collée à la fenêtre translucide du train qui la ramène chez elle, Laura aperçoit dans la transparence de la vitre un monde onirique dans lequel elle est unie à son amant, un monde de fantasmes où elle se voit en train de danser dans un bal dans une grande robe, ou alors dans une voiture sur une côte qu'on peut imaginer la côte française, par exemple la Côte d'Azur. C'est vraiment le siège de la romance, cette rêverie. Pourtant, une fois revenue dans son foyer, l'héroïne est cette fois face à un miroir opaque qui lui renvoie fatalement sa propre image, sans faste, et qui montre une époustouflante Celia Johnson en pleine décomposition. Laura elle aussi entre tentatives désespérées de préservation des apparences et effondrement moral. L'extase des mirages se heurte à la vérité concrète, à une culpabilité impossible à totalement intérioriser. Il y a plusieurs reflets ou miroirs dans le film, et quand il y a des miroirs ou des reflets, ça induit l'idée de mensonge en fait. Elle va mentir à son mari face à son miroir sur la journée qu'elle a passée, en disant qu'elle a été avec une amie alors qu'elle était toute la journée avec Alec. Et puis à la scène où ils se retrouvent dans l'appartement, elle se déshabille, elle enlève son manteau devant le miroir. Et puis il y a cette mise en abîme de elle qui regarde ses fantasmes à travers la vitre du train, et nous qui la regardons regarder ses fantasmes en fait. Une scène où elle se ment à elle-même en quelque sorte, pour reprendre ton analogie sur le mensonge. Tout à fait, où elle est en train de rêver quelque chose qui est impossible et qui en plus serait sans doute pas vrai si ça se concrétisait quoi. Je sais pas très bien ce que Lynn essaye de nous dire, mais il y a clairement une analogie sur le cinéma, parce que en plus on voit le cinéma dans le film, mais sur la valeur du fantasme et ce qu'on en fait nous. On rêve de fantasmes sur grand écran, mais en fait c'est bien que ça reste sur grand écran parfois et pas de le vivre en vrai quoi. Mais c'est une belle idée de David Lean, et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le film. C'est un des trucs de mise en scène où elle se regarde elle. Il y a même une transposition du fauteuil dans lequel elle est assise sur la scène de où ils vont prendre le train ensemble et où ils vont s'embrasser, où pareil on est encore une fois à côté d'elle en train de regarder ce dont elle se souvient quoi. Alors il y a quand même un phénomène dans le film sur lequel je voulais revenir et qui accentue, je pense, l'accablement de la protagoniste, c'est la désagrégation implicite, lente de sa cellule familiale. Le secret de la liaison nouvelle, il sera jamais éventé auprès des siens, jamais clairement en tout cas. Pourtant, doucement, les enfants de Laura, qui sont très spectateurs du récit, pourtant, ils quittent le cocon du bonheur juvénile pour se montrer fragiles. Ici, David Lean, il ruse. Il casse la temporalité linéaire de son film pour que cette courbe de progression soit perçue autrement que suivant la chronologie froide des faits. Pour le spectateur, le fils et la fille de Laura et Fred sont d'abord des gosses malicieux qui rêvent d'aller au cirque ou au zoo ou à une pantomime, si j'ai bonne mémoire, avant d'être de simples espoirs lointains pour le futur, pour finalement être blessés dans leur intégrité lorsqu'un malheureux accident, sans conséquence, frappe le fils de la famille. Laura n'est évidemment pas coupable de cet accident, mais à mesure qu'elle s'abandonne à Alec, elle fait le constat, et le spectateur avec elle, que sa famille s'effondre. Le lien de causalité n'est pas établi, mais la responsabilité que ressent la protagoniste se comprend, même si elle est sans fondement. Tu vois, on n'a pas parlé de ça, mais dans le genre du film, mais il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie dans ce qui arrive autour d'elle. Et ce qui d'ailleurs lui rappelle qu'elle est en train de déconner complet, mais en fait c'est ce qui arrive à son fils qui a un accident. Elle se sent coupable parce qu'elle était en train de rigoler pendant que son fils avait un accident. En fait, tout est relu à l'aune de ses sentiments qu'elle n'aurait pas dû avoir pour cet homme, quoi. Et il y a une mise en scène de la morale et de la morale petite bourgeoise de cette société-là par David Lean, et qui fait que tout est tragique en fait. Elle se rend compte qu'elle ne pourra pas vivre un amour heureux parce que la morale fait elle s'en voudra toujours, elle aura toujours un sentiment de culpabilité. Et effectivement, alors l'accident de son enfant, c'est évidemment un rappel à l'ordre, mais c'est aussi une prévision de ce vers quoi elle va être tentée à la fin du film, c'est-à-dire de se jeter sous les roues du train.
Mm. Mais il y a cette lourdeur de la société autour d'elle, quoi. Elle est toujours sous les regards extérieurs et de sa famille qui risque d'être les plus blessés par ses décisions à elle, quoi. Alors pourtant, je vais modérer un peu ce qu'on est en train de dire, parce que plus tôt, on évoquait, toi et moi, la difficulté de considérer Brève rencontre comme une simple vision de la société aisée anglaise, au vu du brassage social qui prend place à l'écran. Au centre du récit, et lieu de rencontre par excellence de toutes les strates de la société anglaise, la gare fait se croiser les gens démunis et les mieux lotis, comme Laura. Mais en vérité, David Lean prolonge l'évocation de ce que j'appellerais un maelstrom social pendant une bonne partie de son film. Les allusions à ces deux Royaumes-Unis qui se considèrent enfin dans son œuvre se multiplient. Tu l'as dit un peu plus tôt, il y a des scènes qui sont dans un cinéma, et dans un film, ça n'est jamais complètement innocent de montrer une salle de cinéma, et David Lean va le faire plusieurs fois. Il va même transformer la salle de cinéma en temple de l'amour de Alec et Laura, c'est un de leurs lieux de réunion. Le réalisateur les rassemble dans un entre-lieu où se rencontrent les femmes et les hommes de tous horizons, dans la pénombre. C'est, je pense, une autre facette de ce film qui est toujours plein de dualité, l'opposition de ces deux mondes. Dans les personnages qui évoquent d'autres relations parce qu'ils sont parce que leurs relations en fait sont soumises à des règles plus simples. Il y a un personnage dont tu as parlé tout à l'heure qui est la tenancière du café de la gare et le contrôleur, qu'on voit tout le long du film, et leur propre histoire illustre en contrepoint l'histoire de Alec et Laura. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des personnages qui sont des seconds couteaux rigolos, quoi. Ils sont là pour faire rire le spectateur. Voilà, c'est ça, merci. Et en même temps, il y a quelqu'un qui me disait que quand dans les blagues dans les films, il faut toujours les prendre au premier degré. En même temps, ils représentent quelque chose de plus simple, c'est-à-dire que la tenancière, elle mimique en fait les manières de la haute bourgeoisie. Elle fait des manières, elle est très précieuse, elle rejette les avances du contrôleur. Lui, au contraire, il lui donne une claque sur les fesses, il la drague ouvertement. Et plus le temps passe, et plus elle se permet d'être plus douce avec lui. Et leur histoire se finit bien, c'est-à-dire qu'on sent qu'à la fin ils vont se mettre ensemble en fait. Et ça va à l'inverse de l'histoire de Alec et Laura, qui en fait vont très vite s'entendre, mais pour finir tragiquement par se séparer. Je pense qu'il y a une idée de David Lean de dire que l'amour est du côté des plus simples en fait, que la possibilité d'aimer est du côté des plus simples parce qu'ils ne sont pas obligés d'obéir à ce contrat social, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que pour David Lean, si on s'en tient au parcours de ses héros, de ses personnages principaux, il y a la notion d'amour passionnel, de sentiment qui emporte tout entre Laura et Alec. Et en contrepoint, il y a la notion de secours mutuel que se doivent les époux, comme on dit dans les mariages, qui réunit Laura et son mari Fred. Et finalement, les seuls personnages qui font la synthèse de ces deux hémisphères pour avoir un vrai amour honnête, j'ai envie de dire, ce sont ces deux personnages de tenancière de bar et de contrôleur de quai d'une gare, parce qu'il y a notamment cette scène où le contrôleur renvoie du bar deux clients qui veulent consommer de l'alcool alors que c'est pas encore l'heure prévue par la loi. Il y a une forme, je pense, effectivement, comme tu le disais, d'honnêteté affective qui est plus attaché aux personnages simples qu'à la société embourgeoisée. Oui, tout à fait. Et puis en plus, je trouve que ce couple-là permet aussi de montrer qu'Alec n'est pas un personnage si séduisant que ça, parce que ça m'a frappé cette scène justement dont tu parles, de ces deux garçons qui rentrent et qui demandent de l'alcool alors que la licence ne permet pas de donner de l'alcool à toute heure. Et le contrôleur arrive et il vient au secours de cette tenancière et il les met dehors. Et donc il la protège en fait de l'extérieur, des agressions de l'extérieur. Ce qu'Alec ne fait jamais, c'est-à-dire que lui,
En fait, je le trouvais un peu dégueulasse, moi, le personnage d'Alec, parce qu'on sent qu'il est là pour la séduire dès le départ. Il y a un jeu dans le jeu de Trevor Howard. On voit à un moment donné il surveille les réactions de Laura, et qu'il en fait est parti pour la séduire, mais dès le départ. Et lui, il est très libre, il peut faire ce qu'il veut, parce que c'est un garçon, en fait, c'est un homme. Et elle peut pas faire ce qu'elle veut, parce que d'abord, elle est chez elle, elle connaît tous les gens qu'elle croise, et lui, il s'en fout complètement, et il ne prend jamais ça en compte, en fait. Il y a une scène où ils sortent d'un grand restaurant, donc il accomplit tous les fantasmes incroyables auxquels elle aspire, de l'emmener dans un grand restaurant, de la promener dans une belle voiture, etc. Mais en fait, ça la met en danger, et à la sortie de ce restaurant, il croise deux femmes, qui en fait sont deux pestes, qui ont bien compris que elle était là avec quelqu'un avec qui elle aurait pas dû être là, et qui par des petites allusions lui font comprendre qu'elles ont compris. Et lui, il ne fait jamais rien pour lui venir en aide. Et quand elle dit c'est une catastrophe, il dit non, on s'en fout. Et non, on s'en fout pas en fait. Elle met sa vie sociale et sa vie personnelle en jeu, et lui pas du tout, quoi. Et je trouve que les deux personnages là de la barmaid et du contrôleur permettent de mettre ça en évidence, en fait, de mettre cette désinvolture en fait du personnage d'Alec en évidence. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur Alec et Laura, parce que je pense que dans l'esprit de David Lean, il y a l'idée, pour l'histoire d'amour principale du film, de désacraliser plusieurs symboles romantiques et de leur donner un caractère un brin ridicule. C'est quelque chose d'implicite dans le film, mais par exemple, on a le mot romance qui n'est qu'une réponse dans une grille de mots croisés. Ouais, tout à fait. Il y a également une allusion au mot passion, mais c'est juste le titre du film dont tu nous parlais plus tôt, que Laura et Alec jugent eux-mêmes si mauvais qu'ils n'en regardent pas la fin. C'est une scène intéressante d'ailleurs du film, parce que on a deux personnages qui quittent une salle de cinéma parce que le film est mauvais. Il y a quand même une espèce d'autodérision, j'ai l'impression, de la part de David Lean. Ouais. On a aussi, parmi ces symboles qui sont désacralisés, la musique classique aux envolées baroques qui est moquée sous les traits d'une violoncelliste qui est vraiment malhabile et pas très harmonieuse, on va dire. Je vais finir avec un dernier symbole. Il y a aussi cette balade amoureuse en barque, qui normalement est une scène romantique par excellence du cinéma. Elle tourne complètement à la farce lorsque Alec prend l'eau. Ouais, tout à fait. On a toujours un regard critique sur l'union romantique des deux personnages. Oui, complètement. C'est en fait ce à quoi elle rêve, c'est-à-dire une romance passionnée, belle, enfin une romance de film ou de livre d'ailleurs. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la scène du train à la fin, qui en fait est très remarquable parce que on n'en a pas encore parlé, mais en fait il y a un truc de mise en scène extrêmement visible, c'est-à-dire que la caméra est débulée, donc c'est-à-dire qu'elle est mise en travers, en fait. C'est clairement une référence à la fin d'Anna Karénine. J'en dis pas plus si vous avez pas lu le livre, mais c'est clairement une référence à la fin d'Anna Karénine qui se passe dans une gare et qui est un grand roman d'amour de la littérature russe, qui n'est pas le docteur Zhivago, mais c'est marrant qu'il ait eu cette entente avec le romantisme russe, on va dire. Donc ce à quoi elle aspire, qui donc est cette grande histoire d'amour passionnelle qui rentrerait dans la légende des histoires d'amour, en fait, est toujours gâchée par l'extérieur. C'est-à-dire que tout autour d'elle, le regard des autres gâche ce qui devrait être exemplaire, en fait. Les amis à qui elle ment puis qu'elle rencontre et qui se moquent d'elle et qui lui disent je t'envie toi et ton champagne, alors que c'est évidemment pas de champagne qu'elle parle. L'amie d'Alec qui prête son appartement, qui en fait est une garçonnière et qui en rentrant et en surprenant les deux amants rend la situation hyper triviale et vulgaire. Enfin, il y a toute une succession de situations qui font que l'histoire est de toute façon mal fichue dès le départ, quoi. D'ailleurs, le fait de choisir une gare, je pense que c'est pas totalement un hasard, parce que la gare, c'est un lieu de passage, c'est un lieu où on part, où on se dit au revoir, où on arrive, mais toujours à des moments extrêmement fixes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu au hasard dans une gare. C'est cyclique, c'est quelque chose d'extrêmement normé, quoi. Donc il se rencontre dans une gare qui est un lieu normé,
Donc c'est pas, de toute façon, à la base, c'est pas bien parti, quoi. Ça peut pas être une aventure passionnelle comme elle en rêve, quoi. Je vais rebondir sur ce que tu dis à propos de ce regard que pose le reste de la société sur Laura et sur son histoire d'amour rêvée et pourtant un peu désacralisée, comme je disais, par la mise en scène de David Lean. Parce que si Laura et les deux hommes de sa vie se heurtent à une impasse émotionnelle de laquelle ils ne pourront se sortir qu'à grande peine, on ne peut pourtant pas leur imputer à eux uniquement la responsabilité de la douleur qui les afflige. Régulièrement, il semble que Laura ne souffre pas que d'être amoureuse d'un homme, comme tu le disais, mais aussi et surtout de devoir le cacher à une cohorte de personnages annexes, des espèces d'oiseaux de passage sur le récit, toujours prompts à juger le moindre de ses actes, notamment cette femme que tu décrivais qui les surprend dans le restaurant avec Alec. La transgression accable, mais échouer à dissimuler blesse encore davantage, comme si la faute n'incombait pas tant à Laura et Alec, mais plutôt à un monde qui n'est pas prêt pour eux. L'entourage social des amants parasite leur amour, agit comme un agent corrupteur qui annihile leur passion. Dans Brève rencontre, les relations jadis amicales deviennent un péril potentiel. Elle risque de découvrir le secret de l'amour. Elle impose par ailleurs à Laura de fauter par le mensonge actif auprès de ses amis, puis la mort dans l'âme auprès de Fred, son mari. David Lean est encore plus acide dans sa description d'un tribunal populaire cynique et impitoyable, puisque, tu l'as dit pour une de ses premières occurrences, par 2 fois, l'idylle entre Laura et Alec est jugée par des personnages extérieurs, et une nouvelle dualité du film émerge de ces verdicts de fortune, comme j'appellerais ça. Le premier accusateur, c'est celui que tu as décrit, c'est le collègue médecin de Alec, un homme ignoble de pragmatisme, et par esprit de déduction, il résume la relation du couple au centre du film à une simple aventure adultérine. Alors en plus, il le fait devant une cheminée, donc on a des flammes infernales, et sur la cheminée, il y a une Bible. Donc on est vraiment dans le jugement moral. Il prive les amants de la romance, il autopsie leur histoire d'amour, c'est un médecin d'ailleurs, il autopsie leur histoire d'amour, qui n'est que physique selon son esprit cartésien étriqué. Pourtant, David Lean veut croire à une approche plus abstraite de la vie. Fred ne saura jamais rien de concret des aventures de son épouse, et pourtant, l'essentiel n'est pas dans une connaissance froide des faits, mais plutôt dans une appréciation compatissante de la peine de Laura. Il devine peut-être une partie du mystère, mais il fait preuve de merci, voire même de secours à la fin du film auprès de sa femme éplorée qu'il rejoint tendrement. Étrangement, et pourtant très logiquement suivant le déroulé du film, la justice émotionnelle prime sur le factuel dans une curieuse note d'euphorie. Cette histoire d'abstraction, en fait, elle est représentée par la lettre que Laura voudrait écrire à Alec et qu'elle écrit jamais, en fait. C'est-à-dire qu'elle parle beaucoup intérieurement, mais rien ne peut être concret. Et écrire une lettre, ça serait rendre concret cette histoire. Et en fait, pourquoi elle l'écrit pas ? Parce qu'en fait, il faut qu'il ne reste que des souvenirs de cette romance. Il faut pas qu'il y ait de traces, en fait, pour ne pas blesser qui que ce soit. Le personnage de Laura, c'est un personnage qui est très seul, on le voit. On a parlé de le désir d'émancipation, entre autres parce que tu l'as dit, s'il s'agit de la génération des femmes qui ont succédé aux suffragettes. Les personnages de David Lean, c'est des personnages qui sont souvent très seuls face à des combats intérieurs et dans leur combat avec le monde. Qui sont seuls jusqu'à la folie et qui sont seuls dans leurs obsessions et souvent qui cherchent des compagnons de route. Et il y a des couples dans les films de David Lean, on l'a dans Laurence d'Arabie, entre le couple Laurence d'Arabie et Omar Sharif, je sais plus son nom dans le film. Il y a évidemment le docteur Zhivago et Lara. D'ailleurs, c'est marrant qu'elle s'appelle Lara, tiens, je viens de le réaliser. Mais c'est Ouais. et Laura et Alec. Il y a dans De Grandes Espérances, le personnage principal cherche en fait le couple en la personne d'une petite fille qu'il a rencontrée, à qui il a servi de compagnon. Et dans les films précédents, j'ai vu seulement Heureux Mortel, et c'est aussi une histoire d'un couple qui revient sur. Enfin, en fait, on voit la traversée d'un couple dans son lieu de vie, quoi. La fille de Ryan est un peu sur cette note aussi. Ouais. Des souvenirs assez lointains que j'en ai, c'est l'histoire d'un amour sur plusieurs années, vraiment étalé dans le temps. Ouais, d'accord. Bah tu vois, je l'ai pas vu, mais ça me donne bien envie, effectivement.
Donc en fait, c'est des petites histoires dans un contexte énorme. Alors ça viendra surtout dans le reste de sa filmographie. Dans Brief Encounter, on est toujours dans un milieu très bourgeois et un peu étriqué. Mais du coup, il fait des choix esthétiques qui vont vers le grandiose. Par exemple, ce concerto de Rachmaninov, quoi, qui est vraiment un sommet de romantisme. Laura, je pense qu'elle représente pas mal les ambitions de Lynn, qui désire aller vers quelque chose de plus grand et sortir d'une routine. Et d'ailleurs, la suite de sa filmographie va aller de plus en plus vers du grandiose, quoi. Et de la multiplicité de ce qu'on a dit tout à l'heure, de décors, de personnages, d'actions, etc., quoi. Oui, c'est une filmographie qui va s'ouvrir vers les grands paysages, hein. C'est indéniable quand on voit le reste de son parcours. D'ailleurs, je te propose, pour clore la dernière partie de notre podcast, de réfléchir un peu à la structure du film, comment David Lean approche la notion de temps dans son film. Moi, je dirais que la structure très simple du film permet à Brève Rencontre de conserver une grande partie de sa force d'évocation, sans que David Lean ne se prive d'un malicieux jeu autour de la temporalité. Outre cette structure scénaristique, qui est encore un peu novatrice pour l'époque, cette forme de gigantesque flashback, le cinéaste ponctue son œuvre d'une accumulation de symboles et d'évocations du temps qui passe. Ils sont parfois concrets, comme une horloge, symbole ultime du temps, commandée au début du long métrage et reçue à la fin. Ils sont aussi d'autres fois des présages beaucoup plus abstraits, parfois juste des lignes de dialogue. Laura évoque ainsi un futur possible dans la marine pour son fils, et quelques minutes plus tard à peine apparaissent à l'écran des enfants, en tenue de baigneurs, qui font voguer des bateaux miniatures dans un bassin. Si on veut revenir à la période de la sortie de Brève Rencontre, on peut aussi se demander s'il n'y a pas une dimension presque méta, comme on dit aujourd'hui, dans la mention d'un futur potentiel dans la marine, pour un adolescent des années 30, à l'époque de l'intrigue. David Lean fait une allusion implicite à la Seconde Guerre mondiale, je pense, je m'aventure à le dire en tout cas, surtout au vu d'une de ses précédentes réalisations que tu nous évoquais un peu plus tôt, In Which We Serve, qui est un film de guerre en haute mer. Le spectateur est alors dépositaire d'une sombre vérité qu'ignorent les personnages, et alors que la guerre est toujours au cours au moment du tournage du film, je pense vraiment pas que ce soit fait au hasard de la part du réalisateur. Alors revenons au film et au rendez-vous entre les amants dans une salle de cinéma. La bande-annonce d'un film apparaît en préambule d'une séance à laquelle assiste Laura, et quelques instants plus tard, toujours comme une prémonition, elle vient voir ce même long métrage avec Alec. Le temps n'est pas vraiment linéaire dans Brève Rencontre, il forme davantage une grande boucle qui ne se brise qu'à la toute fin. Ouais, tout à fait. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est un cycle d'abord parce que sa vie est un éternel recommencement. Toutes les semaines, elle fait la même chose, elle fait les mêmes parcours, elle va dans les mêmes boutiques et elle a les mêmes activités. Mais là où pendant tout le film on a eu la mise en scène brise le côté grandiloquent, ce qui donne au film ce côté de grande histoire d'amour tragique et très belle, c'est quand on comprend, quand on revoit la scène, la première scène à la fin, puisque en fait on commence par la fin. En fait, au départ, ça passe très vite. La première scène passe très vite. On comprend qu'il y a quelque chose entre eux et qu'ils se séparent, mais on n'en comprend pas la portée. Et toute l'heure qu'on a passée à suivre leur histoire donne une force émotionnelle beaucoup plus chargée à la fin, quoi. Et donc cette structure, ça donne toute la valeur à cette histoire et ça sort l'histoire du juste quelque chose d'un peu trivial et un peu nul, quoi. Ça en fait une très grande histoire d'amour, en fait. C'est pour ça, je pense que d'ailleurs le film est devenu aussi exemplaire dans le genre des histoires d'amour. Et là, on revient un peu à ce qu'on disait au début du podcast au niveau de la perception que veut nous donner David Lean. La première itération de cette scène, on l'aperçoit vue d'un personnage extérieur, cette amie de Laura qui vient faire des racontards auprès d'elle. Tandis qu'à la fin du film, là, on est complètement aux côtés de Laura et le bruit ambiant que je décrivais un peu plus tôt, c'est complètement effacé. On est vraiment dans le silence de la solitude qui va surgir. Oui, tout à fait. C'est sans doute une manière pour le public de l'époque, plus que pour nous, parce qu'on n'a plus les mêmes valeurs morales, on va dire, de montrer que le jugement est difficile une fois qu'on a vu et qu'on connaît l'histoire. Et que les choix qui sont faits de l'un et de l'autre sont compréhensibles, en fait. C'est un moyen très subtil de déplacer les convictions des spectateurs, de l'époque.
Au centre de Brève rencontre, il y a donc cette notion d'attente, l'attente vers la concrétisation d'un amour qui ne viendra jamais, pourtant, c'est une attente qui ne sera pas récompensée, et moi, en voyant le film et en repensant à la filmographie de David Lean, j'ai quand même eu le sentiment que l'attente, la notion de l'attente au cinéma, c'est quelque chose qui obsède le réalisateur. On peut penser à Laurence d'Arabie dans son désert, Laurence d'Arabie qui est d'ailleurs déjà un gigantesque flashback, si tu as bonne mémoire, et je suis sûr que tu l'as. C'est vrai. On peut penser aux prisonniers du pont de la rivière Kwai dans leur jungle qui attendent leur libération, ou aux insulaires de la fille de Ryan qui attendent la venue de résistants, il me semble, sur l'île. Tous attendent un événement qui va débloquer le récit. Ce qui différencie principalement Brève rencontre de tous ces films qui le suivront réside essentiellement, selon moi, dans le fait que la fin de l'attente, dans le long métrage qui nous concerne aujourd'hui, est synonyme de malheur. Dans cette œuvre, David Lean retarde l'échéance, mais au bout de la route, il n'y a qu'une impasse. Alors dans la boucle que forme le film, ce gigantesque flashback, comme on le disait, je voulais mettre aussi un accent particulier sur la signification nouvelle que prennent certains lieux dans le dernier tiers du film. Alec et Laura, ils sont comme deux fantômes qui revisitent une dernière fois leurs souvenirs, ils arpentent les endroits qui ont abrité leur amour et qui sont désormais comme vidés de tout bonheur pour n'être que tristesse. Il y a vraiment une chape de plomb qui tombe sur la dernière partie du récit. On est dans une course morne avant la pénombre, qui est une nouvelle façon de retarder un inévitable que l'on connaît depuis les premières minutes du film, et pourtant que l'on aimerait voir démenti par David Lean. Le réalisateur voudrait nous laisser penser au miracle, mais il refuse finalement cet acte démiurge. Finalement, il ne s'autorise qu'un droit, celui de vie ou de mort sur son héroïne. Dans le fracas et les flashs de lumière d'un train qui défile à grande vitesse, le visage dément de Laura est montré dans des plans débulés qui laissent présager du pire, un potentiel suicide, dans une envolée proche esthétiquement de l'expressionnisme allemand d'un Fritz Lang. Cette scène, elle me bouscule vraiment un peu, je dois te le dire. J'ai un sentiment très étrange de malaise et de douleur qui est presque physique, davantage que émotionnel, comme si le monde se déchirait autour de Laura et autour de nous qui sommes désormais à ses côtés dans cette épreuve. Bah oui, parce que si on n'a pas un cœur de pierre et qu'on est un peu sensible aux émotions intenses, on peut que partager ce déchirement qui l'a saisi, quoi. Et d'autant plus que si elle sautait sous le rail du train, ça donnerait à l'histoire un côté fait divers un peu nul, quoi, un peu trivial. Alors que le fait de décider de vivre et de rejoindre son mari fait d'elle quelqu'un d'extrêmement admirable, en fait. On retrouve cette notion de decent people que tu nous communiquais un peu plus tôt. Ouais. Moi, je veux juste rajouter un truc, c'est qu'on a dit au tout début que c'était un grand, que David Lean avait été reconnu pour son art du montage, et vraiment, il faut regarder attentivement le film, mais il a vraiment des moments de hyper forts parce que juste par des associations d'images, il nous fait comprendre ce qui se passe en fait, ce qu'il essaye de nous dire à travers ce montage. En particulier, il y a deux moments auxquels je pense. Un moment qui est une blague où il voit la bande-annonce de Flame of Passion. Et donc il y a une grande envolée, on sent que c'est un truc hyper épique et tout. Et juste après, ça s'enchaîne avec une pub pour un landau. Et c'est vraiment la manière de dire ouais, c'est super la passion, mais en attendant le sexe ça donne quand même sur des enfants et c'est beaucoup moins glamour, quoi. Réarmez-vous démographiquement. C'est ça. Et le deuxième montage auquel je pense, et il y en a d'autres, c'est que quand ils se donnent, je sais plus si c'est quand ils se déclarent leur flamme, je me rappelle plus, où ils se disent, lui dit à elle, on a tout le temps qu'on veut, et elle répond, non, on n'a plus le temps, et c'est imagé, c'est une façon imagée de lui de dire on est libre, et elle de dire on n'est absolument pas libre. Et à ce moment-là, au son, on a la sonnerie du train et le contrôleur qui consulte sa montre et qui est effectivement un rappel que ils seront toujours soumis à l'extérieur, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le film, quoi. Le son, on en a parlé, mais effectivement, le traitement du son est très très fort dans le film pour rappeler à l'ordre à chaque fois ces deux personnages, quoi.
Eh bien, rappelez alors, nous le sommes nous aussi dans cette longue discussion autour d'une brève rencontre. J'espère que nous aurons participé à faire connaître un peu plus en France l'œuvre de David Lean et notamment un de ses films les moins célèbres. Notamment, je te remercie toi, Charlotte, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce film comme à l'ensemble de l'équipe et ça a été un plaisir de le découvrir, de le réfléchir et d'en parler avec toi aujourd'hui. Donc, je te dis juste tout simplement merci. Eh ben, c'était très chouette. J'étais contente de parler de ce film. Avec toi. Eh ben, très bien, rendez-vous est pris pour une prochaine aventure sur nos antennes. En ce moment, vous le savez, moi, Cédric et Cindy, nous sommes des fans des awards. On aime être en colère contre les awards. Donc, plusieurs programmes sont consacrés aux Césars et aux Oscars actuellement. Vous pouvez suivre nos pronostics pas très affûtés, nos coups de gueule, nos coups de cœur, tout ça sur nos antennes, évidemment. Sache, Charlotte, que toi, tu n'aimes pas les awards, mais la plupart des films que tu as mentionnés dans le bilan de l'année, qui est toujours disponible sur votre flux de podcast, sont mentionnés dans ces cérémonies de récompense. Donc, tu vois, comme quoi il ne faut Parfait. jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que je m'en fous un peu en fait maintenant. J'y ai apporté beaucoup d'importance et maintenant je reconnais que ça m'intéresse un peu moins. Mais je suis très contente quand un film que j'aime est récompensé. Mais je crois que ce qu'on aime par-dessus tout, c'est ne pas être d'accord. Oui, c'est vrai. Être choqué. Et ça marche encore sur nous, donc on s'amuse avec ces petites récréations. Vous pouvez aussi consulter les petites pastilles solo que l'on sort de temps en temps. Il y a notamment ta pastille sur les colons qui est toujours disponible à l'écoute. Ouais. Plus d'aventures est à suivre sous ce format-là. Et bien évidemment, comme aujourd'hui, nos podcasts entre guillemets traditionnels refont surface sur notre site, on va remultiplier les exercices, et j'espère, Charlotte, que tu m'accompagneras bientôt pour un film. Bah écoute, t'as choisi celui-là, je te propose que ce soit moi qui choisisse le prochain. Je ne sais pas encore quoi, mais je te mettrai à l'épreuve pour un prochain film. Ça marche. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte, et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager si le programme vous a plu, et à venir nous faire des petits retours, ça fait toujours plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir.